Vous écoutez On lit pour vous. Nous y allons. La place du Québec au sein des nations. Un texte de Jocelyn Coulon, publié dans Le Devoir du 25 juillet 2026. En sous-titre, l'instabilité chronique de notre action internationale a de vraies conséquences. Les relations internationales du Québec participent de son identité depuis plus d'un siècle et demi. La première représentation du Québec à l'étranger a été ouverte à Paris en 1882, suivie par un bureau à Londres en 1911 et à New York en 1940. La Révolution tranquille a donné un coup d'accélérateur à l'expansion internationale du Québec. Les gouvernements, libéraux comme péquistes et caquistes, ont poursuivi l'entreprise, multipliant le nombre de délégations et de bureaux au fur et à mesure de l'ouverture de la société québécoise au reste du monde. Le Québec a même adopté une doctrine pour baliser son action internationale dans le cadre du régime fédéral. En 1965, Paul Gérin-Lajoie, alors vice-premier ministre, en a exposé l'élément essentiel à l'occasion d'un discours devant le corps consulaire à Montréal. Cet élément a été repris dans Politique internationale du Québec, le document détaillant la politique du gouvernement caquiste publié en juin. Citation, « Ce qui est de notre compétence chez nous est de notre compétence partout. » Fin de citation. La doctrine Gérin-Lajoie a permis au Québec de signer des centaines d'ententes sur de nombreux sujets avec des dizaines de pays, d'accéder à la francophonie comme membre de plein droit et d'obtenir une place au sein de la représentation du Canada à l'UNESCO. Si le Québec s'est donné des structures, ministères, délégations, instituts de la diplomatie, pour animer ses relations internationales, il y consacre peu d'argent et de ressources humaines. De plus, sa politique est parfois incohérente et varie au gré des changements de gouvernement, écrit Stéphane Paquin, professeur à l'École nationale d'administration publique et spécialiste des relations internationales du Québec. Dans un texte publié récemment dans Le Devoir, il déplore l'instabilité chronique de l'action internationale québécoise et estime que celle-ci a de vraies conséquences. Citation, au fil des alternances politiques, des priorités gouvernementales changeantes et des arbitrages budgétaires à court terme, les orientations fluctuent, les structures sont modifiées et les capacités institutionnelles sont souvent affaiblies, écrit-il, fin de citation. Un bon exemple de ce désordre est le sort réservé aux représentations du Québec à l'étranger. Au cours des 40 dernières années, 23 missions ont été fermées pour différentes raisons, principalement économiques. Certaines ont été réouvertes. Ce va-et-vient est le symptôme de cette incohérence dans le développement et la mise en œuvre d'une politique internationale dont parle M. Paquin. Ayant en tête la stabilisation du processus, le professeur formule 2 propositions. En premier lieu, il invite les politiques à adopter une forme de serment d'Hippocrate, entre guillemets, destiné, guillemets, à ne pas nuire. Fin des guillemets. Citation, « Éviter les décisions qui fragilisent les acquis institutionnels ou qui réduisent la capacité du Québec à se projeter à l'international. » Fin de citation. Et pour impliquer davantage les parlementaires dans la définition et la gestion des relations internationales, il préconise, en deuxième lieu, la création d'une commission parlementaire permanente sur le sujet, comme il en existe à la Chambre des communes et au Sénat. Cette instance permettrait d'avoir une vue d'ensemble des relations internationales du Québec en auditionnant non seulement les fonctionnaires des ministères concernés, mais aussi le personnel des sociétés d'État, des centres et des instituts, ainsi que des experts. Se faire une place au sein des nations nécessite de couvrir toute la planète, là où, évidemment, le Québec y trouverait son intérêt. Aujourd'hui, le Québec dispose de 34 représentations dans 19 pays, essentiellement concentrées en Europe et aux États-Unis. Le gouvernement caquiste, dans sa nouvelle politique internationale,
mais aussi les partis d'opposition, reconnaissent qu'il faut faire mieux, particulièrement en Afrique. D'après les prévisions de l'ONU, plus de 25% de la population mondiale sera africaine en 2050. En outre, selon le rapport La langue française dans le monde, publié en 2026, publié par l'Organisation internationale de la francophonie, 90% des francophones vivront en Afrique. Enfin, selon la Banque africaine de développement, en 2024, 11 des 20 pays connaissant la croissance économique la plus forte étaient situés en Afrique. Le Québec est déjà présent au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant regarder vers l'est et le sud du continent. Pourquoi ne pas ouvrir au moins une représentation au Kenya, en Afrique du Sud ou même en Éthiopie, l'une des économies les plus dynamiques du continent? Tous les gouvernements ont voulu porter la voix du Québec sur la scène internationale avec plus ou moins de bonheur. Les relations internationales ont toujours été l'enfant pauvre des préoccupations du moment. Il faut changer cette dynamique, d'autant plus que le Québec est lui aussi frappé par les turbulences mondiales. Fin de ce texte signé Jocelyn Coulon, titré La place du Québec au sein des nations, publié en éditorial dans Le Devoir du 25 juillet 2026. Ménopause, des symptômes persistants peuvent cacher un syndrome largement ignoré, un texte de Beth Howard, paru le 29 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. Entre 27 et 84% des femmes sont concernées par le syndrome génito-urinaire de la ménopause, une affection sous-diagnostiquée qui a pourtant d'importantes conséquences sur leur vie. Si les symptômes tels que les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil disparaissent progressivement une fois la ménopause arrivée, d'autres perdurent. Entre 27 et 84% des femmes ménopausées ressentent d'autres symptômes regroupés sous le terme de syndrome génito-urinaire de la ménopause, SGUM. Au cours de la périménopause, qui précède la ménopause, les femmes sont généralement touchées par des bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, troubles du sommeil et de l'humeur, causés par une diminution des niveaux d'estrogène. Avec la survenue de la ménopause, qui est officiellement diagnostiquée 1 an après les dernières règles, ces symptômes disparaissent progressivement chez la plupart des femmes pour leur plus grand bonheur, sauf dans un cas. Il s'agit du syndrome génito-urinaire de la ménopause, SGUM, lequel s'accompagne de symptômes vaginaux et de changements urinaires gênants qui ne s'améliorent pas avec l'âge, mais s'aggravent. Entre 27 et 84% des femmes sont concernées par ce problème. Pourtant, il est fort probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Les femmes ne s'imaginent jamais que cela fait partie de la ménopause, explique Lauren Streicher, directrice médicale du Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause, Centre Northwestern pour la médecine sexuelle et la ménopause.
Elles pensent que cela leur arrive à cause de l'âge. Le SGUM désigne une myriade de signes et de symptômes allant de la sécheresse, des démangeaisons et des irritations du vagin et de la vulve ou des parties génitales externes, à une diminution de la lubrification et de la libido, des pertes blanches ou jaunâtres, des douleurs lors des rapports sexuels avec pénétration et des douleurs ou des brûlures lors de la miction ou un besoin fréquent d'uriner. Il peut aussi être la cause d'infections urinaires récurrentes. Alors qu'environ un quart des femmes sont concernées par ces symptômes au cours de la périménopause, ils sont plus rares une fois la ménopause survenue et peuvent même se manifester longtemps après. Ils peuvent apparaître 10 à 12 ans plus tard, souligne Lauren Streicher. Voilà pourquoi ni vous ni votre médecin ne connaissez cette affection. Autrefois connue sous le nom de vulvovaginite atrophique, le SGUM a été renommé par un jury de spécialistes gynécologues il y a seulement 10 ans pour attirer l'attention sur ses symptômes moins connus et ses causes. L'espoir était que les femmes prennent conscience que cela pouvait se soigner, explique Stéphanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society et directrice du Mayo Clinic Center for Women's Health, centre clinique Mayo pour la santé des femmes. Le SGUM, cause et incidence sur la vie quotidienne. Le SGUM est causé par la baisse des niveaux d'estrogène. Ces hormones favorisent les sécrétions et hydratation vaginale, gardent la paroi du vagin épaisse et les tissus souples et élastiques. Lorsque le corps commence à produire moins d'estrogène, le vagin perd en hydratation et en lubrification. D'autres tissus sont également affectés. L'urètre et la vessie présentent des récepteurs d'estrogène, indique James Simon, enseignant clinicien en obstétrique et en gynécologie à l'École de médecine et des sciences de la santé de l'Université George Washington. Le milieu en évolution permet aux mauvaises bactéries comme E. coli de se développer dans le vagin et l'urètre, ce qui cause des irritations et augmente le risque de contracter une infection urinaire, ajoute-t-il. Ces changements bouleversent profondément la sexualité des femmes. Les douleurs associées à une activité sexuelle sont plus fréquentes chez les femmes dont le SGUM n'a pas été traité. Une étude de 2013, réalisée auprès de plus de 3000 femmes ménopausées, a ainsi révélé qu'un quart d'entre elles ressentaient des douleurs lors des rapports sexuels au moins une fois par semaine. Et si les femmes sont habituées aux rapports avec pénétration, cela pose problème, car elles finissent par appréhender l'activité sexuelle, observe Cheryl A. Kingsburg, professeure en biologie reproductrice et en psychiatrie à l'École de médecine de l'Université Case Western Reserve. Lors de relations sexuelles douloureuses, les muscles du plancher pelvien se contractent, ce qui aggrave le problème, souligne la professeure. Par conséquent, une femme qui a soigné sa sécheresse vaginale, mais n'a pas consulté pour détendre ses muscles tendus, peut continuer à ressentir une gêne lors des rapports. Selon les spécialistes, ce syndrome a également de graves conséquences sur d'autres aspects de la santé et de la qualité de vie des femmes. La gêne ne survient pas uniquement lors des rapports sexuels. Elle est également présente lorsque l'on porte un jean, que l'on fait du vélo ou que l'on utilise du papier toilette pour s'essuyer après la miction, précise Stéphanie Faubion. Selon Lauren Streicher,
Les femmes souffrant du SGUM ont souvent conscience de leur vulve, qui devient source de gêne, s'irrite et démange en raison de la sécheresse et de l'inflammation des tissus. Dans une étude datant de 2019, les femmes rapportaient des démangeaisons si fortes qu'elles ne pouvaient pas s'endormir, ou une sensation de sécheresse douloureuse qui les obligeait à arrêter le sport. D'autres attribuaient leur divorce aux problèmes sexuels liés au SGUM. Les problèmes urinaires associés au SGUM sont extrêmement préoccupants parce qu'ils sont souvent mal diagnostiqués et donc non traités. Une femme continuera à souffrir d'infections si les professionnels de santé ignorent qu'un SGUM en est la cause. Dans le même temps, les médecins peuvent supposer que la miction douloureuse et fréquente résulte d'une infection urinaire et peuvent prescrire des antibiotiques, alors que le problème est en réalité l'irritation et la sécheresse des tissus urinaires. Les symptômes sont les mêmes, mais la cause diffère, fait remarquer Cheryl A. Kingsburg. Avec l'âge, les complications peuvent présenter un risque important. Un SGUM non traité pendant des décennies peut entraîner une fusion des parties génitales externes qui peut potentiellement bloquer le flux d'urine et contribuer aux infections. Dans certains cas graves, les infections urinaires à répétition peuvent évoluer en septicémie, indique Lauren Streicher. Il n'est pas exagéré de dire que les femmes peuvent mourir d'un SGUM, même si c'est rare. Des traitements efficaces. Malgré un nom plus précis, le SGUM est toujours sous-diagnostiqué. Seule une proportion infime de femmes est traitée, alors qu'il existe des traitements efficaces, déplore Stéphanie Faubion. Selon une étude récente, seuls 7% des femmes ménopausées se sont vues prescrire des médicaments aidant à contrôler les symptômes. La première étape pour atténuer les désagréments est d'utiliser des crèmes hydratantes vaginales, sans ordonnance, pour hydrater chaque jour les tissus vaginaux, ainsi que des lubrifiants pour réduire les frottements et les douleurs, notamment lors des rapports sexuels. Les médecins spécialistes de la ménopause préconisent généralement d'utiliser les crèmes hydratantes chaque jour ou tous les 3 jours selon la préparation pour garder la peau hydratée, un peu comme pour les crèmes pour le visage. Certains spécialistes mettent toutefois en garde contre les crèmes hydratantes et les lubrifiants à base d'eau qui contiennent souvent des ingrédients augmentant l'osmolalité, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'hydratation des cellules vaginales et peuvent même favoriser leur sécheresse, souligne Lauren Streicher. Selon une étude, les produits à base de silicone ou les lubrifiants à base d'eau affichant une osmolalité inférieure à 380 sont à privilégier. Vous pouvez commencer par là si vos seuls symptômes sont des douleurs légères lors de rapports sexuels avec pénétration, conseille-t-elle. Si vous ne constatez aucune amélioration ou si vous présentez des symptômes urinaires, consultez votre médecin. Puisque c'est la diminution des estrogènes qui cause les symptômes liés au SGUM, le traitement idéal est délivré localement sous la forme d'une crème vaginale, d'un comprimé, d'un suppositoire ou d'un anneau vaginal. Cela en fait le choix le plus sûr pour toutes, car il ne pénètre pas dans le sang, précise Lauren Streicher. Les estrogènes restaurent les bactéries les plus saines du vagin. Résultat, le vagin peut se défendre
contre les pathogènes et est dans de bonnes conditions pour tout type d'activité sexuelle, explique James Simon. Une étude récente parue dans la revue Journal of Urology a démontré que les femmes qui prenaient régulièrement des estrogènes par voie vaginale pour soigner des infections urinaires à répétition présentaient des taux de septicémie et de mortalité bien plus faibles. La FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a également approuvé l'hormone DHEA sous forme de crème, ainsi qu'un comprimé par voie orale appelé ospémifène, Osphena, pour le traitement du SGUM. Les femmes présentant une rigidité des muscles du plancher pelvien en raison de douleurs lors des rapports sexuels ou d'autres symptômes vaginaux peuvent se voir prescrire des séances de kinésithérapie ciblant cette zone et ou utiliser des dilatateurs vaginaux, rapporte Cheryl A. Kingsburg. À ces remèdes s'ajoutent d'autres, plus sophistiqués, comme les traitements par laser et par radiofréquence, qui stimuleraient la formation de nouveaux tissus, même si les données suggèrent que leurs effets sont limités pour soulager les symptômes. Si votre médecin ne semble pas savoir grand-chose du SGUM, les spécialistes recommandent de consulter un autre professionnel de santé. La Menopause Society tient une base de données recensant les spécialistes certifiés de la ménopause que vous pouvez trouver par lieu. Selon Cheryl A. Kingsburg, le nombre de spécialistes est passé d'1 millier il y a 10 ans à environ 10 000 aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison de souffrir en silence. Au contraire, tout porte à croire que les symptômes peuvent être contrôlés. Comme le dit Stéphanie Faubion, la bonne nouvelle est que nous disposons de traitements sûrs et efficaces pour les femmes souffrant du SGUM. Et avec un traitement, la plupart d'entre elles peuvent s'attendre à une disparition complète des symptômes. C'était Ménopause, des symptômes persistants peuvent cacher un syndrome largement ignoré, un texte de Beth Howard, paru le 29 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. La contagion du rire. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Marc Julien, un lecteur, demande « Pourquoi un fou rire peut-il devenir contagieux, même entre personnes qui ne se connaissent pas? » Le mécanisme en cause est mal compris, mais la contagion du rire sert probablement à tisser des liens sociaux entre membres d'un même groupe. L'humain est la seule espèce animale qui a un rire contagieux, explique Sophie Scott, psychologue à l'University College London, UCL à Londres, qui a publié plusieurs études sur le sujet. C'est un moyen de communication émotionnelle puissant qui explique probablement l'établissement des communautés. La zone du cerveau qui est stimulée quand on entend des rires et qui, quand elle est stimulée, suscite des rires, est très sociale. C'est l'aire motrice supplémentaire, au sommet du crâne, dit Mme Scott. Elle joue un rôle important dans le langage, mais pas dans le choix des mots, plutôt dans l'utilisation des mots dans une phrase en fonction du contexte social. C'est une zone du cerveau très impliquée quand on a une conversation avec d'autres personnes, moins quand on parle par soi-même. Elle intervient quand on se demande « Qu'est-ce que cette personne veut savoir de moi? » Mais, ajoute Sophie Scott, on ne sait pas encore différencier l'activation de l'aire motrice supplémentaire dans le langage et dans le rire contagieux.
Le rire contagieux active probablement les mêmes mécanismes sociaux que la religion ou que l'exercice physique de groupe, selon Robin Dunbar, psychologue à l'Université d'Oxford et spécialiste de l'évolution qui a aussi étudié le rire contagieux. Si les gens rient à notre table au pub, nous rions. Mais si des gens à une autre table rient, nous sommes irrités du dérangement, dit M. Dunbar. Si on regarde une vidéo d'humoriste seul, on ne rit pas. Mais en groupe, on rit. C'est un rire éminemment social. Le rire est une composante presque universelle du lien entre parents et enfants par l'intermédiaire des chatouilles. C'est l'une des interactions les plus fréquentes avec les bébés. On les chatouille, ils rient. On rit, dit Mme Scott. Il est impossible de se chatouiller soi-même. D'autres animaux ont des relations sociales basées sur des comportements communs comme le bâillement ou les gratouilles, selon Mme Scott. Il s'agit souvent de comportements qui stimulent l'expression d'endorphines, dit M. Dunbar. Les endorphines sont des analgésiques sécrétés par le cerveau. Elles sont parfois appelées molécules du bonheur. Système immunitaire. Quelles sont les questions de recherche prioritaires dans le domaine du rire contagieux? Nous devons mieux comprendre la cascade neuronale qui mène du fait d'entendre ou de voir un rire à l'expression du rire par nous-mêmes, explique Sophie Scott. Heureusement, poursuit-elle, c'est un domaine d'étude qui est très éthique, poursuit Mme Scott. Souvent, on ne peut pas soumettre les participants à une étude à des stimuli, mais dans le cas du rire, ce n'est pas un problème. Robin Dunbar estime qu'il faudrait déterminer les mécanismes en œuvre dans le rire contagieux dans différentes situations, quand on regarde un film comique ensemble ou quand on a un fou rire inexplicable avec une autre personne, par exemple. En savoir plus. Source Journal of Epidemiology. 12%. Proportion des Japonais qui rient tous les jours. 16%. Proportion des Japonais qui rient moins d'une fois par mois. C'était La contagion du rire, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 juillet 2026 dans La Presse.